3 303 milliards d'euros, c'est le montant colossal de la dette publique de la France qu'a dévoilé ce vendredi l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'INSEE. Mais alors, de quoi parle-t-on exactement? Pourquoi la France est autant endettée? Faut-il s'inquiéter? Et surtout, comment y faire face? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien, c'est le sujet à la une d'aujourd'hui. Ce vendredi, donc, l'INSEE a indiqué que la dette publique française avait atteint 3 303 milliards d'euros, soit 113,7% du PIB fin septembre 2024. Le PIB, c'est l'ensemble des richesses produites par un pays en un an. Ça veut donc dire que la dette publique de la France est supérieure de 13,7% à la valeur de la richesse produite par le pays en une année. Pour vous donner une idée, en 2007, la dette française s'établissait à 1200 milliards d'euros et rien qu'entre juillet et septembre 2024, la dette a augmenté de 71,7 milliards d'euros. La dette publique, concrètement, ça correspond à l'ensemble des emprunts contractés par l'État pour combler le déficit, donc le manque entre ses recettes, comme les impôts et les taxes, et ses dépenses. Parmi les dépenses de l'État, il y a par exemple les salaires des fonctionnaires, donc les profs, les policiers, les prestations sociales ou encore les budgets destinés au secteur de la justice, de la police, de l'éducation nationale, de la santé ou encore de l'armée. Pour emprunter, l'État se tourne vers les marchés financiers en émettant des obligations d'État, donc des titres que les investisseurs achètent. En échange, l'État s'engage à rembourser ces sommes avec des intérêts sur une période donnée. Ces investisseurs peuvent être des banques, des fonds d'investissement, d'autres pays ou même des particuliers. La dette, qui était stable autour de 60%, 70% du PIB au début des années 2000, a explosé après la crise de 2008 et à nouveau après la crise du Covid-19 et la politique du quoi qu'il en coûte. Il s'agit d'une politique économique menée par le gouvernement français pendant la crise sanitaire qui consistait en gros à dépenser massivement pour soutenir l'économie. Et dans le détail, l'augmentation de la dette en 2024 est principalement due à l'État, dont la dette a augmenté de près de 60 milliards d'euros, mais aussi à une hausse des dettes de la sécurité sociale et des collectivités locales, donc les communes, les départements ou les régions. Alors face à cette dette importante, la France va être obligée d'emprunter. Concrètement, en 2025, l'emprunt de l'État français va représenter 300 milliards d'euros, un record. En 2024, l'État avait déjà emprunté 285 milliards d'euros. L'objectif premier avec ce nouvel emprunt, c'est donc de rembourser les prêts qui arrivent à échéance. Alors chaque année, une partie du budget de l'État est consacrée au remboursement des intérêts de la dette déjà accumulée, mais plus cette dette augmente, plus les intérêts à payer sont élevés, c'est un peu un cercle vicieux. Or, plus la dette est importante, plus il est difficile de la rembourser, ce qui peut déclencher une crise financière. Alors, pour nuancer, le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, interrogé en mars dernier sur BFM TV, estime que la France n'est pas en faillite. Selon lui, il n'y a pas de problème de soutenabilité de la dette, même si des efforts pour redresser les comptes publics sont nécessaires. Mais alors, à quoi s'attendre dans les prochaines années concrètement? Eh bien, selon l'INSEE, la tendance de la dette ne devrait pas s'inverser tout de suite. Selon le plan budgétaire du précédent gouvernement, qui couvrait la période 2025-2029, la dette devrait augmenter jusqu'à 116,5% en 2027, avant de reculer à 115,8% en 2029. De son côté, l'agence de notation américaine Moody's estime que la dette publique française pourrait passer à environ 120% en 2027, avant d'amorcer une descente en 2030. En tout cas, ce qui semble certain d'après plusieurs observateurs, c'est que la dette devrait continuer à se creuser en 2025. L'une des raisons, c'est le projet de budget 2025 qui a été abandonné, conduisant à la démission du gouvernement Barnier. Alors on en a déjà parlé, le nouveau Premier ministre, François Bayrou, doit maintenant composer son gouvernement, qui devrait être annoncé dans les prochains jours. Une fois qu'il sera composé, l'un de ses objectifs premiers, ce sera de proposer un budget pour 2025 qu'il aimerait faire adopter d'ici mi-février. En attendant, un projet de loi spéciale a été définitivement adopté par le Parlement cette semaine pour permettre à l'État de fonctionner en l'absence de budget pour 2025. Mais en raison de l'incertitude politique et économique de la France qui fait suite à la motion de censure, l'agence de notation Moody's a annoncé la semaine dernière baisser d'un cran la note souveraine de la France, en la faisant donc passer de AA2 à AA3. C'est la deuxième fois qu'une des trois grandes agences de notation abaisse la note de crédit de la France cette année, après S&P Global Ratings en mai dernier. Les notes données par ces agences de notation, elles constituent une évaluation de la capacité de remboursement de la dette d'un pays. Plus la note est élevée, moins le pays est considéré comme un risque pour les prêteurs et donc moins il doit payer d'intérêts sur ses emprunts. Au contraire, plus la note est basse, plus le pays est jugé risqué, ce qui peut augmenter le coût de ses emprunts sur les marchés financiers. La note de la France continue à être relativement bonne, mais elle reflète une situation moins favorable qu'auparavant. Mais alors, quelles sont les solutions pour faire face à cette dette publique? En France, les différents partis proposent diverses solutions. Déjà, une partie des politiques et des économistes, surtout classés à gauche, militent pour une annulation de la dette française. Alors, il ne s'agit pas d'une annulation de toute la dette, mais de celle détenue par la Banque centrale européenne. Cependant, certains estiment qu'une telle annulation affecterait la crédibilité de la France sur les marchés financiers. Une autre solution serait de réduire les dépenses publiques
publics en mettant en place des coupes dans les dépenses gouvernementales par exemple. Cependant, des réductions trop importantes dans les services publics pourraient avoir un impact négatif sur les services publics et entraîner des tensions sociales si les réductions touchent des secteurs sensibles comme la santé par exemple. Autre option, augmenter les impôts, mais là encore, l'idée ne fait pas du tout l'unanimité. Bref, on suivra ça dans les prochains jours, j'espère que vous avez à peu près compris. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous. On commence avec cette actualité. La France devrait avoir un gouvernement avant Noël, donc avant mercredi prochain, selon le Premier ministre François Bayrou. Pour l'instant, on ne sait pas qui composera ce futur gouvernement, mais selon plusieurs médias, François Bayrou aurait proposé au chef de parti qu'il a reçu à Matignon d'intégrer son gouvernement. En l'occurrence, il s'agit de tous les partis, à l'exception du Rassemblement national et de la France insoumise. Cependant, cette proposition n'a pas été très bien accueillie, notamment à gauche. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, avait déclaré après la nomination de François Bayrou qu'aucun membre du PS n'intégrerait son gouvernement sous peine d'exclusion. Selon Public Sénat, le Premier ministre a également proposé de rouvrir les discussions autour de la réforme des retraites, mais sans suspendre la réforme. Si vous voulez en savoir plus sur l'interview de François Bayrou, je vous mets le lien en description. Deuxième actu, en Syrie, plusieurs centaines de personnes ont manifesté ce jeudi dans le centre de Damas, la capitale du pays, pour la démocratie et les droits des femmes, une scène inédite après plus de 50 ans de répression. Cette manifestation, elle intervient plus de 10 jours après la chute du régime du président syrien déchu Bachar el-Assad par une coalition conduite par des islamistes radicaux. Les femmes craignent notamment l'obligation du port du hijab. Alors de leur côté, les rebelles ont assuré qu'ils respecteraient toutes les minorités ethniques et religieuses, mais les manifestants souhaitent que ce soit écrit officiellement. D'autres manifestations sont prévues à Damas et dans d'autres villes pour faire pression sur le nouveau régime, on suivra ça. Troisième actu, un immense réseau international de pédopornographie a été démantelé par les gendarmes français et 95 personnes ont été interpellées en France. En fait, ça prenait la forme de groupes sur la messagerie chiffrée Signal. En tout, les gendarmes ont identifié 16 000 utilisateurs et 130 groupes sur lesquels les membres s'échangeaient des images à caractère sexuel de mineurs. Et donc pour les personnes arrêtées en France, il s'agit de 94 hommes qui ont entre 18 et 74 ans et il y a aussi un mineur de 16 ans. Parmi eux, 36 étaient déjà connus pour des infractions sexuelles sur des mineurs ou pour avoir consulté des sites pédopornographiques. 7 étaient même déjà inscrits au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Alors les profils sont assez variés, mais il y a notamment un adjoint au maire, le responsable d'une association d'information de la jeunesse ou encore un éducateur sportif. Pour le moment, les investigations sont toujours en cours et elles devront notamment déterminer si les utilisateurs ont produit eux-mêmes du contenu et donc s'ils ont fait subir des sévices à des enfants. Bref, les gendarmes sont en train de transmettre toutes les informations sur les utilisateurs étrangers à Interpol, je vous mets des liens en description. Quatrième actu, la fondation Abbé Pierre a enregistré 30% de dons en moins entre juillet et décembre par rapport à la même période en 2023. Alors si vous n'avez pas tout suivi, en fait la fondation a été créée en 1987 et elle lutte contre le mal logement et la pauvreté. Mais cette année, on a appris que l'abbé Pierre, un prêtre qui a donc donné son nom à la fondation et qui est décédé en 2007, était accusé par de nombreuses femmes de violences sexuelles. Le truc c'est que la fondation vit à 97% grâce aux dons et ses équipes appellent donc à un sursaut. Selon le délégué général de la fondation, Christophe Robert, je cite, « Les graves agissements de l'abbé Pierre ne doivent pas pénaliser les mal logés. En tout cas, la fondation devrait changer de nom dès le mois de janvier, on suivra ça. » Cinquième actu, la Malaisie, un pays d'Asie du Sud-Est, a annoncé qu'elle allait reprendre les recherches d'un avion disparu il y a 10 ans, le vol MH370, qui est considéré aujourd'hui comme le plus grand mystère de l'histoire de l'aviation moderne. En fait, le 8 mars 2014, un avion et ses 239 passagers ont disparu pendant son vol entre Kuala Lumpur en Malaisie et Pékin en Chine sans laisser de traces. Alors des fragments d'ailes ont été retrouvés des années plus tard sur les côtes de l'océan Indien, notamment sur l'île de la Réunion, à Maurice et au Mozambique. Plusieurs hypothèses ont alors été avancées, une panne technique, un détournement, une intervention extérieure ou un acte délibéré du pilote, mais aucune preuve concluante n'a été trouvée. Et donc les recherches vont être relancées par la société américaine spécialisée Ocean Infinity après une approbation ce vendredi du gouvernement malaisien. Elles vont se faire dans une nouvelle zone d'environ 15 000 km² dans le sud de l'océan Indien. Et on termine avec cette actu, si vous êtes chauffeur de taxi ou ambulancier, vous aurez moins de risques de développer la maladie d'Alzheimer, c'est la conclusion d'une étude publiée cette semaine dans le British Medical Journal. Pour arriver à cette conclusion, les auteurs de l'étude ont analysé les données de 9 millions de personnes décédées aux États-Unis entre 2020 et 2022 en prenant en compte leur profession. Et ils ont donc constaté une proportion significativement plus faible de décès liés à la maladie d'Alzheimer chez les personnes qui ont conduit des taxis et des ambulances pendant une partie
partie importante de leur vie professionnelle par rapport aux autres. En effet, quand on exerce l'un de ces deux métiers, on doit mémoriser le nom des rues rapidement, une fonction cognitive associée à une zone du cerveau appelée l'hippocampe. Or, cette zone est aussi impliquée dans le développement de la maladie d'Alzheimer qui touche à la mémoire. Merci beaucoup Léa, et on termine avec une recommandation culturelle de la semaine. Je suis allée voir Mufasa le Roi Lion hier au cinéma et j'ai beaucoup aimé. Ce qui est intéressant avec ce nouveau film en live action, c'est que c'est une toute nouvelle histoire, en l'occurrence ici un préquel, puisqu'on suit l'histoire de Mufasa, le père de Simba, racontée par le singe Rafiki. Les images sont très belles et les chansons rentrent facilement dans la tête, on ne s'ennuie pas et surtout ça nous permet de comprendre la genèse de certaines relations qu'on voit dans le tout premier dessin animé du Roi Lion, sorti en 94. Il y a par exemple la rencontre entre Mufasa et Sarabi, la relation avec Scar, l'introduction de l'oiseau Zazu ou encore comment Mufasa est devenu roi. Bref, je vous le conseille, vous pouvez aller le voir avec des petits comme des grands. C'est tout pour moi, merci beaucoup d'avoir suivi ces actualités et plus globalement cette semaine avec moi. Je vous retrouve en fin de semaine prochaine. Passez de bonnes fêtes pour les concernés, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.